Ce soir, pendant les quelques instants que nous avons, on va avoir une petite discussion, comme des frères et des sœurs, comme des amis, et probablement comme des ennemis aussi, à propos des perspectives de paix, ou plutôt des perspectives de liberté en 1965. Mais vous avez remarqué, j'ai failli glisser et dire paix. En réalité, on ne peut pas séparer la paix de la liberté. Personne, absolument personne, ne peut être en paix tant qu'il n'a pas sa liberté. On ne peut pas séparer les deux. Et c'est précisément ce qui rend 1965 si explosif, si dangereux. Les gens, dans ce pays, qui dans le passé ont été en paix et paisibles, ne l'étaient que parce qu'ils ne savaient pas ce que c'était que la liberté. Ils laissaient quelqu'un d'autre la définir à leur place. Mais aujourd'hui, en 1965, on voit ceux qui n'ont pas eu la liberté, et qui n'étaient même pas en position de la définir, commencer à la définir par eux-mêmes. Et à mesure qu'ils deviennent capables, intellectuellement, de définir la liberté par eux-mêmes, ils voient qu'ils ne l'ont pas. Et cela les rend moins paisibles, moins disposés à la paix. Malcolm X ouvre ce discours en confrontant le faux sentiment de paix en Amérique. Il questionne: qui bénéficie réellement des promesses de liberté? Son ton est tranchant parce que les enjeux sont énormes. Ce qu'il décrit en 1965 résonne encore aujourd'hui. Inégalité, frustration, urgence d'agir. Et au fil du discours, il met davantage de pression. Les passages suivants le montrent nommer des noms, démonter des systèmes et avertir de ce qui arrive si rien ne change. Alors, pour parler ce soir de ce sujet, les perspectives de liberté en 1965, je pense qu'on doit remonter au moins 12 ans ou 10 ans, à l'époque où la lutte de l'homme noir en Amérique a commencé à être mise sous les projecteurs, non seulement dans ce pays, mais partout dans le monde. Cela a commencé principalement avec la décision de la Cour suprême, la soi-disant décision de déségrégation. Et je dis bien soi-disant déségrégation, soi-disant décision, parce qu'on peut sérieusement se demander ce qu'ils ont réellement rendu. L'un des ingrédients majeurs dans la lutte de l'homme noir en Amérique, au cours de ces 12 dernières années, a été le mouvement musulman noir. Personne ne peut nier le rôle que ce mouvement a joué en Amérique ces 12 dernières années. Il a été l'un des éléments principaux qui ont intensifié la combativité des Noirs dans tout le pays. Peu importe la direction que le mouvement lui-même prenait. Peu importe sa philosophie d'organisation. Peu importe ce que les autres en pensaient. Peu importe leurs opinions personnelles sur le mouvement musulman noir. On ne peut pas nier que ce mouvement, par sa position sans compromis et son approche militante sans compromis, a forcé les autres organisations de droits civiques à être plus militantes qu'elles ne l'auraient été. Et il a forcé beaucoup de leaders des droits civiques à devenir plus militants qu'ils n'auraient jamais imaginé. Donc, selon moi, la montée de la combativité des Noirs en Amérique ces 10 dernières années peut être largement attribuée à l'existence et à la présence de ce mouvement, que j'appelle ici, pour l'identifier, le mouvement musulman noir. Sa contribution à la lutte noire pour la liberté dans ce pays, c'était la combativité. Il a poussé beaucoup de nos gens à oser élever la voix pour la première fois en 400 ans. Beaucoup de leaders noirs du mouvement des droits civiques ont osé élever la voix, vraiment élever la voix, pour la première fois en près de 400 ans depuis qu'on est dans ce pays. Ils sont devenus plus militants qu'ils ne l'avaient prévu. Et ils ont rendu beaucoup de gens plus militants que ces leaders ne l'avaient voulu. Cela a provoqué une réaction en chaîne, qui est allée un peu au-delà de leur contrôle parce que ces leaders, en réalité, n'ont jamais eu l'intention, et n'ont jamais l'intention, que notre peuple aille trop loin. Leur objectif principal, au milieu de nous, a toujours été de contenir notre lutte, pas de la mener. On les voit rarement, jusqu'au moment où les éléments jugés irresponsables dans la communauté noire commencent à exploser. Et là, ils parcourent le pays pour en attraper un quelque part, là où ils voyagent, et le ramènent pour calmer les choses, pour nous dire de rester calme, de prendre ça doucement. Ne secouez pas le bateau. C'est leur fonction, c'est leur rôle. En tout cas, ça l'a été jusqu'à ces derniers temps. Ils n'ont jamais été placés dans le rôle qu'ils occupent avec l'intention, de la part de ceux qui les y ont placés, de nous conduire dans une lutte sans compromis, militante, déterminée. Mais l'existence de certains groupes musulmans et de groupes nationalistes noirs, qui ne pouvaient pas être contrôlés par la structure de pouvoir là-bas en ville,
et j'utilise cette expression structure de pouvoir pour éviter de l'appeler par son vrai nom, ces éléments nationalistes ont servi, d'une certaine manière, l'objectif de cette structure. Ils ont rendu les groupes de droits civiques plus respectables, plus acceptables. Au Congo aussi, la République populaire du Congo, basée à Stanleyville, on a mené la guerre de libération contre Tshombe, qui était un agent de l'impérialisme occidental. Et par impérialisme occidental, j'entends celui dont le centre est aux États-Unis, au département d'État. En 1964, ce gouvernement, en subventionnant Tshombe, l'assassin de Lumumba, et les mercenaires de Tshombe, des tueurs à gages recrutés en Afrique du Sud, avec l'ancienne puissance coloniale belge, a largué des parachutistes sur le peuple congolais. Ils ont utilisé des Cubains qu'ils avaient entraînés pour larguer des bombes sur le Congo avec des avions fabriqués en Amérique. Sans résultat. La lutte continue, et l'homme de l'Amérique, Tshombe, est toujours en mouvement. Tout cela en 1964. Et si je parle ainsi, cela ne veut pas dire que je suis anti-américain. Je ne le suis pas. Je ne suis pas anti-américain, ni anti-patriote. Et je ne dis pas ça pour me défendre, parce que si je l'étais, j'aurais le droit de l'être, après ce que l'Amérique nous a fait. Ce gouvernement devrait s'estimer chanceux que notre peuple ne soit pas anti-américain. Il devrait se mettre à genoux chaque matin et remercier Dieu que 22 millions de Noirs n'aient pas encore basculé dans l'anti-américanisme. Parce que si quelqu'un a le droit d'être anti-américain, c'est bien nous. Vous nous avez donné toutes les raisons, et le monde entier nous soutiendrait si nous devenions anti-américains. C'est quelque chose à méditer. Mais nous ne sommes pas anti-américains. Nous sommes contre ce que l'Amérique fait de mal ailleurs dans le monde, comme ici. Et ce qu'elle a fait au Congo en 1964 est mauvais. C'est criminel. Criminel. Et ce que l'Amérique a fait pour que le public américain accepte cela est criminel. Ce qu'elle fait au Sud-Vietnam est criminel. Elle fait tuer des soldats américains chaque jour, mourir chaque jour, sans raison valable. C'est mal. Vous ne devriez pas être aveuglé par le patriotisme au point de ne plus voir la réalité. Le mal reste le mal, peu importe qui le fait, peu importe qui le dit. Et si je suis anti-américain pour dire ça, alors Wayne Morse est anti-américain. Alors certains sénateurs et élus là-bas sont anti-américains. Beaucoup de gens à Washington DC sont anti-américains. Moi, je dis seulement ce que j'ai lu dans ce que des bons sénateurs ont dit. Toujours en 1964, la Chine a fait exploser sa bombe, une avancée scientifique pour un peuple opprimé qui a souffert longtemps. Moi, j'ai été heureux de l'apprendre, que le peuple chinois ait pu démontrer un progrès scientifique, un savoir, au point qu'un pays que ce pays-ci décrit comme arriéré, en retard, pauvre, puisse produire une bombe atomique. Ça m'a frappé. Ça m'a fait comprendre que les pauvres peuvent faire aussi bien que les riches. Donc toutes ces avancées ont été faites par des peuples opprimés ailleurs dans le monde en 1964. Des gains tangibles. Et s'ils ont pu obtenir ces gains, c'est parce qu'ils ont compris que le mot magique, c'était le pouvoir. Pouvoir contre pouvoir. Le pouvoir au service de la liberté est plus fort que le pouvoir au service de la tyrannie et de l'oppression. Parce que le pouvoir, le vrai pouvoir, vient de la conviction. Et il produit l'action, une action sans compromis. Il produit aussi la révolte contre l'oppression. C'est la seule manière de mettre fin à l'oppression, par le pouvoir. Le pouvoir ne recule jamais. Il ne recule que face à plus de pouvoir. Le pouvoir ne recule pas devant un sourire, ni devant une prière, ni devant une action aimante, non violente. Ce n'est pas la nature du pouvoir de reculer devant autre chose que davantage de pouvoir. Et c'est ce que les peuples d'Asie du Sud-Est, du Congo, de Cuba et d'autres endroits ont compris. Le pouvoir ne reconnaît que le pouvoir. Et tous ceux qui l'ont compris ont fait des progrès. Il y a un moment dans ce type de discours où la parole cesse d'être un commentaire et devient une mise à nu. Malcolm ne reste plus sur les principes. Il descend dans les chiffres, il descend dans les faits. Il descend dans ce qui ne se discute pas. Et là, la paix fabriquée se fissure encore plus. Parce qu'il montre une chose simple. On peut voter, on peut soutenir, on peut espérer, on peut se discipliner, on peut croire à la promesse. Et malgré tout, être abandonné au moment précis où la promesse devait tenir. Il dit, en 1964, 97% des électeurs noirs ont soutenu le Parti démocrate. 97%. Ce chiffre, il ne le prononce pas comme une victoire. Il le prononce comme une question douloureuse. Aucun groupe dans l'histoire du monde n'a, selon lui,
donner un soutien aussi total, aussi massif, aussi inconditionnel à un parti et à un candidat. On pourrait croire que cette loyauté devait être récompensée. On pourrait croire qu'elle devait produire un retour. Mais Malcolm ne croit plus aux retours automatiques. Il croit seulement au rapport de force. Il rappelle un détail que beaucoup préfèrent ignorer. Si on retire les minorités du total des votants, on voit que les Blancs étaient presque partagés entre Johnson et Goldwater. Donc le mythe d'un grand soutien blanc, uni, généreux, ne tient pas. Le soutien décisif, c'est le soutien des non-blancs. Et dans ce soutien, le peuple noir a été presque total. Puis il pose la vraie question. Qu'est-ce que ce soutien a donné, concrètement, au moment où c'était nécessaire? Et c'est là que son discours devient plus froid. Il parle de ces représentants noirs du Mississippi, venus à Washington pour contester la légitimité de certains élus. Une démarche directe, une démarche risquée, une démarche qui aurait dû recevoir un minimum de protection politique. Alors il demande « Où étaient ceux qu'on a soutenus? Qu'a dit Johnson? Rien. Qu'a dit Humphrey? Rien. Qu'a dit Robert Kennedy? Rien. Rien. Pas un mot. Et dans ce rien, il y a une violence particulière. Parce que ce n'est pas une attaque, ce n'est pas un affront public. C'est plus humiliant que ça. C'est l'absence, le silence, le vide. Comme si la loyauté du peuple ne méritait même pas une réponse. Alors Malcolm ne parle plus seulement de trahison. Il parle de mécanisme. Il parle d'un système qui utilise la fidélité, puis la laisse s'épuiser. Et il dit quelque chose de dur, mais révélateur. Ceux que l'on appelle les leaders, ceux qui sont mis en avant, ne sont pas toujours là pour conduire. Ils sont souvent là pour contenir. Calmer les rues, rendre la colère acceptable, empêcher la rupture. Et quand le peuple commence à comprendre cela, une autre chose apparaît. La fin de l'obéissance automatique. Il dit, presque comme une prophétie, en 1965, les Noirs ne seront plus tenus comme avant. Plus sur la plantation, plus dans l'enclos, plus sous la surveillance d'anciens réflexes. La frustration accumulée ne se calme plus avec les mêmes outils. Parce que le peuple commence à voir le jeu. Puis il pousse plus loin. Il dit « Si les anciennes méthodes n'ont pas marché, ils seront forcés d'en essayer de nouvelles. » Et là, il évoque quelque chose d'important. Même les leaders acceptés, même les Big Six, commencent à regarder vers l'Afrique. Ce n'est pas un détail, parce que cela signifie qu'une évidence remonte enfin à la surface. Le problème de l'homme noir en Amérique n'est pas uniquement un problème local. Il est lié à une histoire plus grande, à une origine, à une dignité mondiale. Il dit qu'il est presque choqué de voir certains admettre publiquement ce qu'ils ont toujours compris en privé. Que la dignité de l'homme noir en Amérique reste liée à la dignité de l'homme noir sur le continent mère. Et quand cette idée entre dans l'espace public, quelque chose change. Parce que la lutte cesse d'être une demande adressée à un pouvoir intérieur. Elle commence à devenir un sujet international, un sujet d'image, un sujet de regard, un sujet de réputation. Et c'est là que Malcolm fait une bascule fondamentale, une bascule qui dépasse le cadre d'un discours. Il dit, en substance, « Nous ne devrions pas amener notre problème à Washington. Nous devrions amener Washington devant le monde. » Ce renversement est violent, mais il est logique dans son esprit, parce qu'il considère que le gouvernement a commis un crime, pas une erreur, un crime. Il dit « Le gouvernement a échoué à protéger les vies, à protéger les biens, à donner une éducation digne, à offrir des infrastructures, à loger, à garantir la sécurité. Et quand un gouvernement échoue systématiquement à protéger une partie de ses citoyens, ce n'est plus un simple débat politique, c'est un sujet de droits humains. » Il insiste sur cette nuance. Ce n'est pas seulement une affaire de droits civiques, c'est une affaire de droits humains. Et là, il cherche une preuve. Pas une émotion, pas un slogan, une preuve. Il cite un exemple.
Un représentant américain qui demande à l'ONU de condamner l'Union soviétique pour son traitement des Juifs. Et Malcolm dit « Regardez bien, si un élu américain peut aller à Washington, obtenir que le gouvernement se mêle de ce qui arrive à 3 millions de personnes à l'autre bout du monde et amener ce sujet devant l'ONU, alors pourquoi 22 millions de Noirs, ici, n'auraient-ils pas le droit de faire la même chose? Pourquoi serait-ce interdit quand cela arrange les puissants et impensable quand cela concerne ceux qui souffrent à l'intérieur? Ce n'est pas seulement une comparaison, c'est une méthode, une façon de dire « vous utilisez les institutions internationales quand cela vous sert, alors nous pouvons aussi les utiliser ». Et c'est ainsi qu'il termine, sans paix facile, sans promesse, sans consolation. À la fin, Malcolm ne cherche pas à apaiser, il cherche à clarifier. Il ne dit pas « tout ira mieux », il dit « regardez ce qui est réel ». Il montre une loyauté politique massive et le silence en retour. Il montre des promesses et des dispositifs d'illusion. Il montre des lois et des assassinats impunis. Il montre des gestes symboliques et une matière explosive laissée intacte. Et il laisse une direction. Si les solutions proposées ne retirent jamais les causes, alors elles ne sont pas des solutions. Ce sont des retards, des délais, des façons de gagner du temps pendant que la douleur s'accumule. Et si on écoute ce discours sans se raconter d'histoire, on entend autre chose encore. On entend que le danger ne naît pas seulement de la colère, il naît de la lucidité. Le moment où un peuple comprend que la paix qu'on lui a vendue n'était qu'une pause, et que la liberté n'a jamais été livrée. Dans ce moment, tout devient instable, parce que la définition change. Avant, on acceptait que d'autres définissent la liberté. Maintenant, on la définit soi-même. Et quand on la définit soi-même, on voit ce qu'on n'a pas. Et on ne peut plus faire semblant. Peut-être que la question finale n'est pas « ce discours a-t-il été interdit ?» La question, plus silencieuse, plus intime, serait plutôt « qu'est-ce qu'on interdit vraiment quand on interdit un discours ? On interdit un homme ? Ou on interdit une prise de conscience ? Parce qu'un discours ne renverse pas un système à lui seul, mais il peut changer un regard. Il peut enlever un voile. Et quand un voile tombe, on ne retrouve jamais exactement la même paix. Si tu es arrivé jusqu'ici, ne réponds pas trop vite. Ne te force pas à être d'accord. Ne te force pas à être contre. Laisse simplement la phrase respirer en toi. La paix sans liberté n'est pas la paix. C'est une pause. Et dans les pauses, parfois, on entend enfin ce que le bruit du monde empêchait d'entendre. Dis-moi en commentaire ce que ce discours t'a fait comprendre ou ce qu'il t'a obligé à regarder. Et si tu veux prolonger cette réflexion, il y a d'autres voix, d'autres discours, d'autres vérités calmes qui éclairent le monde sans l'agiter. On se retrouve dans la prochaine vidéo.